Bonsoir à tous. La vidéo d'aujourd'hui sur Ultra Green, comme présenté lors de mon dernier short, c'est une vidéo sur les femmes et la tech. Alors j'étais assez content de faire cette introduction le jour de la fête des mères, et notre objectif ça va être de retracer un petit peu le parcours des grandes figures féminines de l'informatique, du développement logiciel, de regarder pourquoi et essayer de comprendre pourquoi elles ont disparu un petit peu du paysage de l'informatique, et puis d'analyser ce qu'on pourrait faire pour faire changer cette situation. Jingle. Alors, les femmes dans la tech, c'est un sujet qui va commencer assez loin dans l'histoire. Donc, pour commencer, ce qu'on va essayer de regarder, c'est pas réellement des informaticiennes en tant que telles, vraiment les origines profondes, les premières grandes figures de, de l'informatique très théorique. Et évidemment, la première qu'on doit souligner quand on évoque ce sujet, c'est Ada Lovelace, la fille du poète Lord Byron, qui fut la première femme, mais première personne à écrire un programme informatique pour la fameuse machine de Babbage. La deuxième personne, alors vous le comprenez bien, hein, je vais forcément pas pouvoir retracer toutes les figures féminines de l'informatique, j'ai fait une sélection. Alors j'ai choisi celle-ci, Maria Mitchell, parce que c'est la première calculatrice. On reviendra hein, sur ce terme de calculatrice et essayer de comprendre que finalement c'est un peu à l'origine du terme computer. Qui va servir de nom pour l'ordinateur lui-même. Et au début, on utilisait un peu la femme pour ses capacités mathématiques et ses capacités à calculer. Et du coup, cette Maria Mitchell, elle a été embauchée par l'Observatoire naval des États-Unis pour construire les tables de trajectoire et d'orbite de la planète Vénus. Alors, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, dans mon short introductif, je ne pouvais pas ne pas retracer aussi un petit peu le chemin des demoiselles du téléphone. Je cherche pas forcément à être chronologique dans, dans un petit peu dans ce support, hein. J'essaye hein, quand même, mais disons que voilà, je voulais réévoquer le sujet des demoiselles parce que bah, ces premières standardistes, les premières opératrices des réseaux télécoms, on va voir, elles vont devenir les premières programmatrices, les premières femmes à développer du logiciel. Les premiers programmes informatiques, c'était pas quelque chose qu'on tapait sur un clavier, c'était de la connectique qu'on faisait sur des énormes ordinateurs, ENIAC, MANIAC, et plus tard, ça va devenir des cartes perforées. C'est un peu à cette époque aussi qu'on va voir effectivement commencer à se raréfier un petit peu les femmes sur le périmètre informatique. Enfin, un petit peu plus tard, on le verra avec la démocratisation du PC. Donc revenons justement sur ces premières calculatrices, les fameuses computers, qui vont donner le nom de l'ordinateur. 1875, là on est dans les équipes du Harvard Computers, les calculatrices de Harvard, et notamment avec Anna Winlock en 1875. Elles ont été embauchées pour être explicitement des calculatrices et travailler sur les tables astronomiques à Harvard. 1916, là on a Béatrice Mabel Cave Brown Cave, qui travaille elle aussi comme calculatrice pour le ministère de l'Armement au Royaume-Uni. 1918, il y a de nombreuses femmes qui commencent à être embauchées hein, pour devenir justement des calculatrices. On a vu effectivement une première étape aux États-Unis, ensuite au Royaume-Uni. Là, on retourne aux États-Unis, à Washington D.C. Et puis, bah, du coup, c'est l'équipe de Elizabeth Webb Wilson. Donc oui, à cette époque, on faisait un amalgame entre une calculatrice et une femme, et on s'intéressait aux capacités de pouvoir faire des calculs fiables, et les femmes étaient effectivement considérées comme plus performantes, plus pertinentes sur la capacité à calculer vite et à fournir des résultats fiables. Du coup, maintenant on va aller regarder les pionnières de l'informatique, ce que j'ai nommé l'informatique primordiale, hein, cette informatique qui est post-PC, et comment ne pas souligner Heidi Lamar, qui n'est pas vraiment une informatique, mais qui était une immense actrice, mais qui était au-delà de son métier d'actrice aussi une formidable inventrice. Elle a eu énormément
de brevets à son nom, et notamment des brevets sur l'étalement du spectre par saut de fréquence. Et on peut considérer que, alors même que je pense qu'elle ne savait pas que ça allait être aussi démocratisé, elle est la mère du Wi-Fi, et notamment ses découvertes sont utilisées dans la norme I3E 802.11b. Donc voilà, Heidi Lamar, euh, une figure vraiment atypique de l'informatique, enfin de l'électronique pour l'informatique, parce qu'à la base c'était une actrice. Un endroit vraiment particulier, Bletchley Park, où il y avait énormément de personnes qui ont travaillé, et énormément de femmes qu'on a nommées les Bletchley Girls. Et une fois n'est pas coutume, je vais introduire un homme parmi des femmes, et cet homme c'est Alan Turing. Alors pourquoi je me permets de l'évoquer? Parce que l'objectif de cette vidéo, ça va être de montrer un petit peu la vision négative que l'homme a souvent de la femme, mais je pense que l'homme a aussi depuis longtemps et continue à avoir des visions négatives des marginalités, enfin ce qu'il considère comme des marginalités. Alan Turing, c'est juste le père de la crypto. C'est celui qui a permis de décoder les codes chiffrés d'Enigma avec un des premiers ordinateurs électromécaniques qu'on appelait la bombe, et qui a permis probablement de raccourcir la Deuxième Guerre mondiale de plus de 2 ans. Et pourquoi je le souligne? Parce que cet homme a été un peu martyrisé à cause de ses orientations sexuelles, et il a même fini castré chimiquement. Donc, euh, donc voilà, pour moi c'était important sur une vidéo où on essaye de parler un petit peu de, de l'inéquité qu'on peut avoir entre femmes et hommes, de aussi montrer la scandaleuse la façon scandaleuse dont les Anglais se sont, se sont comportés vis-à-vis d'Alan Turing. Donc la suite de la bombe, effectivement, je le montre aussi, hein, c'est l'ordinateur Colossus. Et puis effectivement, la femme que je souligne ici, c'est Joanne Clark, hein. Elle a été aux côtés de Alan Turing pendant de très longues années. Et puis voilà, j'ai mis cette photo un petit peu de Colossus parce que ce qui est quand même notable, c'est de se dire que au chevet d'un ordinateur, à l'époque, il y avait quand même essentiellement des femmes. Je vous encourage à regarder le film The Imitation Game qui retrace la vie d'Alan Turing, dans lequel on retrouve les deux personnages, hein, y compris celui de John Clark. C'est évidemment romancé, mais je pense que c'est assez représentatif de la façon dont les Anglais ont traité Alan Turing. J'en profite pour faire un arrêt sur image. En 1994, il y a eu une reconstruction, un peu une reconstitution d'utilisation du Colossus. Alors c'est pas d'ailleurs l'image qu'on voit ici, c'est pas le Colossus, c'est le Colossus Mark II, hein, pour ceux qui sont très pointus, qu'on vienne pas me taxer de ne pas être suffisamment précis. Mais donc la première chose qui marque quand on voit un petit peu ces deux images, c'est de se dire qu'en 50 ans, on est passé de 100% de femmes autour d'un ordinateur à 100% d'hommes. Et puis elle est assez marrante cette image parce qu'on voit le stéréotype un peu du geek des années 80 avec la chemise, le téléphone mobile et les crayons à la ceinture. Et effectivement, on voit ce décalage entre les femmes presque à l'uniforme et puis ces hommes avec cette tenue du stéréotype de l'ingénieur informaticien des années 80-90. On va continuer sur les pionnières de l'informatique primordiale et forcément on va regarder du côté du projet Manhattan, hein, le projet Manhattan qui a eu pour objectif de créer la bombe nucléaire, hein. Et c'est important de souligner que les femmes des scientifiques, les épouses des scientifiques qui ont reçu des formations mathématiques ont été embauchées elles aussi. D'abord comme computers, comme calculatrices, mais ensuite elles ont effectivement été les premières femmes à implémenter les premiers programmes informatiques. Et comme je vous le disais, ça se faisait à l'époque sur des gros tableaux de connecteurs avec des prises, hein, et c'est pour ça qu'il y avait cette analogie avec les demoiselles du téléphone. Et donc les premiers programmes sur ENIAC, MANIAC, c'était effectivement beaucoup, presque exclusivement, encore une fois, des femmes au chevet de ces énormes ordinateurs. Je voulais aussi souligner Clara Dan von Neumann. Alors, beaucoup de gens connaissent probablement John von Neumann, puisque c'est lui
qui a un peu été le père des architectures d'ordinateurs modernes, sur lesquelles la manière dans laquelle on construit encore nos architectures d'ordinateurs, hein, avec le principe d'accès mémoire, d'unité de contrôle, d'unité arithmétique et logique et d'accumulateur, et puis la gestion des entrées-sorties. Donc cet ordinateur, ce modèle d'architecture von Neumann. Donc on peut considérer que John Neumann, c'est bien le père de l'ordinateur électronique. Même si effectivement il y a eu des ordinateurs électromécaniques avant, le premier ordinateur électronique à base de transistors, la définition de l'architecture, c'est John von Neumann. Mais la première développeuse de l'ordinateur électronique, c'est sa femme, c'est Clara Dawn von Neumann, et c'est donc bien elle la mère du développement logiciel. Et c'est important de souligner que, et j'ai pas mis les images dans un ordre au niveau des plans pour rien, on peut se dire comme souvent que derrière un grand homme, il y a systématiquement une grande femme, et que Dawn von Neumann, c'est effectivement une de ces grandes femmes. On continue un peu plus loin dans l'informatique et on rentre dans l'ère de l'informatique moderne, c'est-à-dire les premières réelles implémentations d'un programme informatique qui ne soit pas de la connectique. Et forcément, on va souligner Grace Hopper, qui était une officier de la Navy américaine, qui a été la première programmeuse sur le Harvard Mark I. Et c'est impressionnant de se dire que le langage pour lequel elle a été l'une des premières contributrices, et puis c'est quand même elle qui a créé le premier compilateur informatique pour compiler des programmes informatiques, le A0, et qui a permis effectivement de mettre en place les bases du COBOL. Donc Grace Hopper, c'est la mère du COBOL. Quand on sait que le COBOL est toujours utilisé dans nos banques, dans nos institutions financières, dans beaucoup d'entreprises, et que on devient de plus en plus en pénurie de développeurs COBOL, si vous cherchez à trouver un endroit avec une niche où vous pouvez gagner pas mal d'argent, investir du temps pour vous former à faire du COBOL, ça reste une piste. C'est étonnant de le dire comme ça, mais ça reste une piste d'avenir. Il y a quelque chose de très marrant aussi, c'est elle qui est à l'origine du terme débugger, qui faisait référence à un insecte qui s'était bloqué dans la seconde édition de l'ordinateur d'Harvard et qui avait provoqué un problème d'exécution. Donc quand vous débuguez, à tous les informaticiens, quand vous débuguez un programme, bah, ce mot vient de Grace Hopper. Alors, je voulais aussi souligner le fait que en 1959, il y a quand même un nom français, Alice Lecoq, une ingénieure système, une ingénieure spécialisée en architecture système, qui a mis au point le premier mini ordinateur. Alors mini, vous avez vu, ça fait la taille d'un bureau. On va se calmer, hein, mais c'était ce qu'on appelait un mini ordinateur à l'époque. Et ce premier mini ordinateur français, c'était le Cap 500 mis au point, défini en termes d'architecture par Alice Lecoq. Alors, en bon développeur, fallait aussi que j'essaye de souligner, dans les époques plus modernes, un grand nom de l'algorithmique objet et des bonnes pratiques en termes de design pattern dans la programmation objet. Et donc ce nom, c'est celui de Barbara Liskov. Et bon là, on a quand même aussi une pointure, une médaille John von Neumann, prix Turing en 2008. Et c'est elle qui est forcément à l'origine du principe de substitution de Liskov que j'avais déjà évoqué quand on avait vu les 12 factors et qui est quand même une des bonnes pratiques et qui emmène à de bonnes pratiques en termes de développement logiciel. Alors, pour finir sur les noms de l'informatique, et là effectivement il y a des noms qui moi me parlent beaucoup, on va forcément parler des pionnières de l'informatique spatiale. Et la première, probablement l'une des plus grandes informaticiennes qui ait existé, Margaret Hamilton, c'était la directrice de la Software Engineering Division du MIT, du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Elle a simplement permis et développé la majorité, alors pas seule évidemment, mais elle a développé la majorité des programmes pour qu'on puisse effectivement envoyer une fusée, et notamment Apollo 11 sur la Lune. En 2003, elle a reçu le prix de la NASA for Exceptional Space Act de la part de Barack Obama. Et c'est quand même effectivement important de se dire que
Sans cette personne, on n'aurait pas pu poser un homme sur la Lune. Elle n'était pas seule. Et c'est pareil, je vous encourage à regarder un film qui s'appelle Les Femmes de l'ombre, qui décrit la trajectoire des femmes qui travaillaient. Alors, c'est autour de Katherine Johnson. Encore une fois, c'est très romancé. Mais on y retrouve aussi cette vision, hein, du fait qu'elles étaient intervenues pour la NASA en tant que computers, et que finalement, quand les premiers ordinateurs IBM sont arrivés à la NASA, bah, ce sont elles qui ont implémenté les premiers logiciels dessus. Donc je le redis, sans femmes, pas d'hommes sur la Lune. C'est quand même important de se dire que jusqu'à cette époque-là, les femmes, elles étaient encore extrêmement présentes. Et finalement, on voyait que les hommes considéraient que la valeur était autour du hardware. Donc ils étaient omniprésents sur la fabrication, la construction du hardware. Et on considérait à l'époque le logiciel un peu comme accessoire. Ça va très vite changer. Et on verra que dès que ce changement va être radical, les femmes vont progressivement disparaître un petit peu du schéma, et elles vont se faire supplanter par les hommes qui vont considérer qu'il y a de la valeur et donc du business à faire par-dessus. Mais alors, donc, la question qu'on peut se poser réellement, c'est effectivement, qu'est-ce qui est parti en vrille? À partir de quand la présence des femmes a décliné fortement, et pourquoi elle a décliné fortement? Un des premiers éléments d'explication, en tout premier lieu, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué dans les vidéos concernant les enjeux du cloud et de l'IT, c'est cette transition entre le hardware centrique et le software centrique. À partir d'un certain moment, le PC s'est démocratisé, et on va regarder juste après une des raisons de cette démocratisation et comment il s'est démocratisé. Mais toujours est-il que effectivement le hardware est devenu moins important que le software. On est passé dans une vision software centrique de l'informatique. Et à ce moment-là, les hommes se sont dit qu'il était hors de question de laisser ce sujet aux femmes, et ils se sont réaccaparés le sujet logiciel, et finalement se sont dit c'est le logiciel qui va faire la valeur, qui va faire la différenciation et la proposition de valeur de l'informatique moderne. Et ils ont repris le sujet de leur côté, et un petit peu repoussé les femmes un peu plus à l'extérieur des enjeux de l'informatique. Il faut quand même se dire qu'effectivement le PC, l'ordinateur individuel, s'est démocratisé parce qu'il a été commercialisé, parce qu'il est rentré dans les foyers et qu'il a été ciblé vers une clientèle plutôt masculine. Il a été vendu comme un jouet masculin avec des jeux vidéo qui étaient faits pour les hommes, avec des stéréotypes, des univers très masculins, très machistes, et qui étaient évidemment pas du tout motivants pour les joueuses, mais de toute façon à l'époque, ça aurait été mal vu qu'une fille joue aux jeux vidéo. Elles avaient, selon les canons de la société de l'époque, d'autres chats à fouetter. Et puis, ça a continué, hein, dans les années 80-90, où effectivement, ce modèle de commercialisation du jeu vidéo a continué à être orienté uniquement vers les garçons, hein, moi compris, hein, je suis un gros joueur, j'aime beaucoup les jeux vidéo, et puis voilà, comme tout homme, j'ai effectivement été sensible à la valeur très orientée vers les garçons que proposait le jeu vidéo. Et puis, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces garçons, hein, comme moi, qui ont effectivement euh, largement joué, consommé du jeu vidéo, à un moment ont été plus prompts, ils sont allés plus directement vers le développement logiciel, et donc ont appris à coder pour pouvoir eux aussi faire leurs propres jeux. Et finalement, l'appropriation même de l'outil informatique, de la capacité à utiliser l'outil informatique, est arrivée beaucoup plus vite chez l'homme que chez la femme. Et moi, je fais effectivement partie de cette population aussi d'hommes qui sont arrivés au développement logiciel parce que ils avaient découvert l'ordinateur et apprécié sa valeur au travers probablement aussi de cette démarche un peu ludique initiale. Là où ça devient beaucoup plus grave, c'est avec l'introduction de la culture bro. Et cette culture qui va avec sa part importante de misogynie et de masculinisme. Et c'est né des fraternités américaines, de ces grosses fraternités universitaires, et c'est allé, et forcément ces fraternités, ces réseaux fermés sont allés jusqu'à la Silicon Valley, jusqu'à l'endroit où on avait ce bouillonnement, cette ébullition de fabrication de l'informatique et de l'électronique moderne et de la tech moderne.
Le bro, comme nous le dit Martin Gibert, un professeur de l'Université de Montréal et spécialiste de l'éthique et de l'intelligence artificielle, le bro perçoit les femmes et la sexualité de façon stéréotypée. Et c'est rien de le dire. On a l'exemple type avec des personnalités comme Travis Kalanick, le fondateur d'Uber, hein, considéré comme une des plus fortes incarnations de la culture bro. Faut quand même se dire qu'il a été incité à démissionner en 2017 à la suite d'accusations de harcèlement et de sexisme. Et bon, voilà, on est sur de l'homme toxique. Et cette toxicité va finir de séparer et de désintéresser complètement les femmes de l'informatique pendant cette période. Alors pourquoi c'est de pire en pire? Bah, comme je vous l'ai montré, hein, la gangrène, elle se propage dans la Silicon Valley. Et puis le software centrique produit de plus en plus de valeur. Et avec des grosses entreprises comme Microsoft, comme Apple, avec des hommes à leur tête. Alors c'est pas forcément parmi les plus toxiques, hein, je me faites pas dire ce que j'ai pas envie de dire, mais disons ils sont dans la mouvance très masculine, pas masculiniste, mais masculine de la tech de la Silicon Valley. Et voilà, ce software centrique va drainer énormément d'argent et on s'aperçoit, comme nous le dit Claudine Schmuck, c'est la directrice associée de Global Contact, que dès qu'une industrie gagne en puissance, le rôle de la femme diminue. Donc plus la transition s'est faite entre le hardware centrique et vers le software centrique, plus les femmes ont été poussées des postes importants de développeuses qu'elles pouvaient avoir, alors même qu'elles ont été des pionnières. Il y a une très mauvaise blague qui circulait et qui continue encore des fois à circuler dans le milieu de la tech et notamment dans les startups de la Silicon Valley. C'est ce qu'on appelait la règle de Dave, hein, qui disait que si une équipe de travail comprend autant de femmes que de personnes nommées Dave, alors elle a atteint un équilibre acceptable entre les sexes. C'est dramatique sur le principe, c'est une très mauvaise blague, mais elle est aussi très révélatrice, elle démontre énormément la masculinisation de la Silicon Valley et avec un phénomène accentué encore une fois par la culture bro. Cette masculinisation, effectivement, je la montre très centralisée, très géographiquement positionnée sur les USA, mais forcément le marché de la tech, la prévalence des USA et de la Silicon Valley sur le marché international de la tech fait que l'écho de cette masculinisation, elle a traversé les frontières. Les grandes écoles américaines, le modèle des grandes écoles américaines s'est un peu propagé sur beaucoup d'autres écoles, beaucoup de cursus dans beaucoup de pays, notamment le nôtre, hein, et notamment sur le reste de l'Europe. Hein. Et ça a fini de décourager énormément de femmes à s'orienter vers les formations et les métiers de la tech. Pour aller encore un cran plus loin hein, sur ce masculinisme et sur le fait que la tech elle est encore trop américaine tout en étant mondialisée, et même dans les projets open source, hein, effectivement, ces projets, dans les gros projets open source, il y a énormément d'acteurs américains qui pour beaucoup, effectivement, sont sensibles à ces argumentaires qu'on retrouve dans l'approche masculiniste. Et comment ne pas regarder aussi l'information un peu plus moderne avec des personnalités comme Dana White, hein, qui est juste le patron de l'UFC, hein, des gens qui se tapent dessus, faut être assez clair, qui est présent le jour de l'investiture du président des États-Unis. Et puis cette photo, elle est significative. On voit un homme fort qui met devant lui un homme physiquement encore plus fort et en mettant deux femmes complètement en retrait sur les côtés qui sont là juste pour faire de la femme image. Et c'est hyper révélateur de cette hyper masculinisation de la société américaine très récente. Donc voilà, forcément, pour moi, c'était important de vous montrer cette image parce que elle finit de montrer à quel point cette gangrène qu'est le masculinisme a fini de s'installer, de s'implanter, et j'espère pas durablement aux États-Unis. Alors pourquoi ça peut encore empirer? Parce que on va encore un cran plus loin. Et c'est ce qu'on nomme l'Austin Call. Hein. C'est l'exode, cette fois-ci, de la Silicon Valley vers le Texas, vers des villes comme Austin. Elle a commencé... alors l'explication initiale, elle vient de la période du Covid-19, où la Californie a peut-être a pris plus vite conscience de la situation qu'on vivait avec le Covid. Elle a pris des décisions plus rapidement que le reste des États-Unis.
Et finalement, on s'aperçoit que dans dans la masse américaine, y compris dans la masse des géants de la tech, hein, ça a été très mal perçu, parce qu'ils ont considéré que c'était une privation de liberté, sans essayer d'analyser au-delà de ça. Hein, et c'est effectivement, hein, on a été enfermé, donc on est bien sur une privation de liberté, mais eux l'ont envisagé uniquement d'un point de vue économique, et le fait de ne pas pouvoir faire tourner leurs énormes entreprises était plus important que la santé des gens. Et on se rappelle Elon Musk, hein, qui a fait un tweet assez vigoureux sur le fait qu'on refuse de le laisser réouvrir son usine à Fremont. Donc ça, c'était l'explication initiale. L'explication qu'il y avait en dessous, c'est qu'effectivement, bah, pourquoi le Texas? Parce que le Texas, bah, c'est déjà énormément d'avantages fiscaux. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu dans l'État du Texas. Et puis finalement, l'explication définitive, c'est cette explication sociétale. Hein. Et l'élection de Donald Trump, je pense qu'elle lève le voile, hein, sur un retour extrêmement conservateur des États-Unis et puis une approche que moi je nomme de l'hyperlibéralisme. Hein. C'est un libéralisme extrêmement décomplexé qui finalement en arrive à remettre en cause la situation, dans la situation du fonctionnement libéral, l'éthique même et les modèles de société. La démocratie devient accessoire vis-à-vis des avantages libéraux et du libéralisme en lui-même. Et pour le coup, le Texas, bah, c'est une terre promise. C'est une terre promise aussi sur ce qu'on peut percevoir en ce moment de façon très très forte, hein, dans de nombreux contextes de cette terre promise anti-woke. Je voulais aussi mettre le logo du département de l'efficience gouvernementale. C'est juste un dollar. On a l'impression d'avoir le logo du Bitcoin en lui-même ou quasiment quelque chose de presque enfantin, alors que c'est ce qui représente, c'est le logo officiel du DOGE. Et le DOGE, bah, voilà, vous le savez, c'est le département dont Elon Musk est à la tête. Quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est finalement se dire que ce masculinisme, il était probablement présent aussi chez des acteurs qui ne le montraient pas. On se rappelle effectivement du visage le patron de Facebook, hein, Mark Zuckerberg, à qui on reprochait régulièrement d'avoir un visage de robot sans émotion. Finalement, depuis quelques mois, quelques semaines, il a il a un visage plus naturel, moins contrôlé, et finalement, on peut se poser la question, quand on l'entend parler, en parlant de cette volonté d'avoir plus d'énergie masculine et moins de politique de diversité, on peut se poser la question de savoir si c'était pas finalement un naturel masculiniste qui était caché parce que d'un point de vue conjoncturel, dans le modèle de société avant Trump, bah, c'était plus intéressant pour lui de réfréner ses envies personnelles au profit libéraliste, encore une fois. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en premier? Donc, si on part, ça c'est ma position, mais je pense que c'est quand même très important. Si on part des racines du problème et qu'on revient aux jeux vidéo, il y a des choses qui se sont faites. Effectivement, le jeu vidéo, il y a eu des volontés de le rendre plus inclusif, faire des jeux pour les geeks et les geekettes, et puis finalement de se dire si les geeks et les geekettes, si les geekettes jouent, elles codent. Et si c'est généralisable, si elles utilisent, elles mettent en œuvre. C'est-à-dire elles déploient de l'ordinateur, elles construisent des sites internet. Je pense qu'en plus les mouvements à la fois de diffuseurs de contenu, de youtubeurs, j'aime pas le terme d'influenceurs, mais de gens qui finalement vont utiliser plus au quotidien la tech, ont fait en sorte qu'effectivement beaucoup plus de femmes viennent à l'outil informatique. Est-ce qu'elles développent? Non. Est-ce qu'elles commencent à intégrer des métiers proches de la tech? Oui. Par contre, effectivement, là où c'est dramatique, c'est de s'apercevoir que là, assez récemment, on est un peu dans une phase d'autodestruction chez les Européens, de regarder nos fleurons européens comme des sociétés comme Ubisoft, hein, et puis de se laisser avoir par cette approche masculiniste, un peu raciste, hein, sur les bords, hein, de se dire effectivement le dernier jeu le dernier Assassin's Creed Shadow, avoir un samouraï black et une fillette difforme, ça veut dire à la fois c'est des verbatims, hein, qu'on trouve sur internet, c'est des choses qu'on va retrouver dans les réactions sur les réseaux sociaux, de se dire bah voilà, un black ça choque, une fillette qui a pas des formes
de femmes hyper plantureuses comme on peut voir dans certains jeux vidéo, ça choque aussi. On l'a aussi vu avec des jeux comme Star Wars Outlaw, avec un personnage qui était jugé pas assez féminin, avec pas assez de cheveux, et finalement beaucoup de joueurs américains ont considéré que c'était pas acceptable de pas avoir une vraie femme qui soit incarnable. On a pire, hein. On a les attaques qui ont été faites au jeu Vowed il y a récemment de chez Obsidian avec 5 femmes noires pour un homme blanc. Imaginez-vous pour l'américain conservateur blanc masculiniste, quelle catastrophe. On a des jeux comme Dragon Age aussi avec BioWare, pardon, avec des personnages non genrés dramatiques, et puis aussi carrément scandaleux aussi l'épisode 2 de The Last of Us avec une héroïne jeune et lesbienne. Oh, mon Dieu, quel drame. Et puis on voit aussi Elon Musk toujours qui veut créer un studio de jeux vidéo anti-woke avec sa filière XAI, hein, et donc l'objectif assumé, présenté, c'est Make Games Great Again, hein, c'est de revenir un peu sur l'argumentaire MAGA, et puis Go Woke, Go Broke, si c'est woke, c'est catastrophique, et donc effectivement, hein, croire qu'avec du gros, on va pouvoir faire effectivement des jeux avec de l'intelligence artificielle qui vont répondre aux canons de société américaine. Un petit clin d'œil aussi, en préparant mon document, forcément je me suis documenté, j'ai fait des recherches un peu partout, et notamment il est arrivé un moment où j'ai interrogé Google. Alors c'est pas forcément le moteur que j'utilise le plus, mais je l'ai fait. Alors est-ce que c'était un acte manqué pour arriver au résultat que je veux vous montrer? On pose une question, hein. Qu'est-ce qui peut attirer les femmes dans l'industrie? J'ai voulu effectivement essayer de travailler sur savoir ce qu'on pouvait trouver sur Internet comme argument, comme raisonnement pour essayer de trouver des solutions pour que les femmes réintègrent l'industrie et la tech et le développement. Et là, le moteur d'intelligence artificielle derrière Google a décliné. Il a commencé par prendre cette première question, hein, la question initiale. Très rapidement, il m'a proposé une dérive vénale, hein, en disant quel métier paye le mieux dans l'industrie. C'est pas tellement la question que j'ai posée, hein. Ensuite, il est passé par la phase ambiguë. Qu'est-ce qui attire le plus les femmes? Alors là, on est très très loin de ma question. Et puis finalement, à la fin, ça a été relativement cash. On en arrive à quel genre d'homme attire le plus les femmes? Qu'est-ce qui déclenche l'attirance des femmes? Quel physique attire le plus les femmes? Plus sérieusement, ce qu'on voit là, c'est qu'effectivement, bah, c'est les données qui sont derrière. C'est-à-dire tout ce passif sexiste, toute cette énorme quantité de données avec un passif sexiste va faire en sorte qu'effectivement, bah, cette IA, elle va se servir de ce gros volume de données sexistes et elle va formuler une dérivation de la question initiale par rapport à la masse de données qui sont dessus. C'est significatif, mais c'est extrêmement problématique. Parce que ça démontre que quelque part, on a un gros travail, on a un énorme travail à faire pour solutionner un peu ce passif sexiste. Voilà, j'ai fait un petit clin d'œil, mais clairement, on est sur. C'est de la donnée générée par des trous du cul, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va essayer d'aller quand même beaucoup plus dans des choses beaucoup plus concrètes, des choses qui donneront du résultat. La première chose, c'est de changer le point de vue négatif sur les cursus techniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire valoriser au plus tôt, c'est-à-dire ne plus décourager dès le lycée. J'ai mis le lycée, mais des fois, on décourage beaucoup plus tôt. On a beaucoup de gens, mais ils le font pas à mal. Mais pour éviter que les filles se retrouvent dans des filières où elles vont être peut-être marginalisées, isolées, et ainsi de suite, il y a beaucoup d'enseignants qui ont pris le parti de les décourager d'aller dans les métiers techniques. Il faut sortir de ce principe-là de façon globale, parce que si effectivement c'est pas fait de façon globale, ça pourrait encore être un cadre de marginalisation. Mais en tout cas, il faut faire l'effort dans les établissements de représenter ce sujet comme un sujet d'une part intéressant, d'une part porteur d'un point de vue carrière, d'un point de vue capacité à obtenir des fonctions importantes et un métier à la fin, somme toute, très, très intéressant.
Ça veut dire aussi construire une culture incitative. Une fois que cet étage scolaire un peu préscolaire, scolaire puis universitaire, c'est d'aller vers des programmes éducatifs ciblés dans le cursus secondaire, et puis aller jusqu'à mettre en place des mentorats, des réseaux de femmes dans la tech, des femmes qui accompagnent les femmes dans la tech, qui finalement vont... L'objectif, c'est de résoudre ce cadre de marginalisation, parce qu'il y en a déjà des femmes dans la tech, il n'y en a pas beaucoup, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais du coup, c'est pertinent, c'est intéressant de se dire qu'il faut qu'elles s'organisent pour ne plus être marginalisées et ne plus se retrouver seules dans un écosystème d'hommes. Créer un cadre financier incitatif, ça veut dire, là, clairement, et malheureusement, ce problème, il n'est pas que dans l'informatique. Le dépositionnement financier des femmes par rapport aux hommes est extrêmement important, et même dans les entreprises qui sont les plus vertueuses. Et le but, c'est de construire des politiques d'inclusion en entreprise, et puis c'est aussi de donner des cadres d'accès aux femmes dans les métiers techniques par l'alternance de façon privilégiée. On le verra à la fin, mais moi j'ai eu une apprentie effectivement et j'ai bénéficié de ce genre de système pour pouvoir récupérer mon apprenti et finalement bah, j'ai trouvé ça extrêmement positif. Faire encore plus. Comment aller encore plus loin, faire encore plus. Et finalement, on va voir qu'on dépasse un peu le cadre des métiers techniques finalement hein, dans ce que je vais dire. Lutter contre les réflexes toxiques. Donc, dans le modèle personnel, c'est l'énorme problème qu'on a sur les réseaux sociaux. Faites l'effort, si vous êtes un garçon, d'aller sur des jeux vidéo, sur des chats, sur des réseaux sociaux, en tant que femme, et regardez les propos qu'on va tenir, ou une partie de la population va tenir. Alors je dis pas que c'est systématique, hein, mais ça reste un énorme problème. Et ça va être aussi travailler, de mon point de vue, de travailler sur la rupture de l'anonymat, et de l'identité. C'est un sujet qui est pour moi extrêmement important aussi, la réappropriation de l'identité et de ne plus laisser la gestion de l'identité à ces grosses sociétés pour lesquelles en ce moment on peut se poser la question, avec ce qui se passe aux États-Unis, de comment nous, Européens, avec notre modèle européen, on a envie de voir ces entreprises évoluer, et elles évoluent pas dans ce sens-là, et leur donner notre identité numérique, c'est tout sauf une bonne idée. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais pour moi c'est extrêmement important. Et il faut faire éclater ce masque d'impunité, c'est-à-dire la capacité que beaucoup de gens ont d'aller sur les différents types d'outils informatiques, depuis les réseaux sociaux jusqu'aux jeux, aux forums, aux chats et ainsi de suite, en étant finalement trop souvent cachés par l'anonymat. Et sur ce sujet-là, il y a un énorme vecteur de construction d'une alternative européenne. La capacité à proposer des solutions pour gérer l'identité, à proposer des réseaux sociaux, et ne plus forcément être consommateur des réseaux sociaux américains, mais de travailler sur des alternatives. Et là, pour le coup, on peut aussi aller vers des alternatives proposées par l'open source, hein, avec les réseaux peer-to-peer, aller essayer de construire des standards, des choses un peu plus standardisées, qui nous permettraient de choisir beaucoup plus librement et de façon plus déterministe les réseaux sociaux qu'on veut, parce qu'ils seraient interopérables. Dans les groupes professionnels, donc c'est effectivement c'est identifier les femmes comme dans la réponse de réindustrialisation, comme un élément de réponse à la réindustrialisation. On a besoin, pour qu'effectivement d'un point de vue européen on puisse travailler sur le sujet de la réindustrialisation, on a besoin de l'énergie collective, et notamment de l'énergie féminine là-dessus. Et entendre un Mark Zuckerberg nous expliquer que la réponse est dans l'énergie masculine, non, certainement pas. La réponse, elle est dans l'énergie collective. Et probablement qu'en ayant cette diversité, elle sera nettement plus fine, plus efficace en termes de réponse. Et on arrêtera la bullshit innovation, on arrêtera ce genre de choses, parce qu'on va avoir une vision qui cherche à être une réponse collective. C'est de construire une différenciation européenne. C'est ce que je disais déjà sur la première partie, et c'est une différenciation européenne en réponse au modèle actuel des États-Unis. Et de démontrer aussi l'apport d'un vivier de compétences. Donc encore une fois, c'est une opportunité européenne. Ce que je veux dessiner, c'est effectivement... on a la possibilité de construire un modèle européen, un refuge démocratique, et je le pense profondément, et on a la possibilité de créer un modèle européen en tant que levier compétitif.
de se dire faisons de notre problème actuel, que nous sommes en mesure d'adresser, peut-être plus que les Américains, un élément de valeur et un élément de différenciation et la construction d'un levier compétitif. Faire toujours plus. Alors, s'ils regardent des choses maintenant qu'on peut faire finalement rapidement, adresser le problème de rémunération entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui y travaillent, il y a beaucoup de sociétés européennes qui y travaillent. On peut faire plus, on doit faire plus. Lutter contre le sexisme et aussi le sexisme ordinaire, mais je ne veux pas non plus qu'on parte sur, je le redis à la fin, hein, pas faire du subject washing, hein, c'est-à-dire occuper le terrain en répondant sur les enjeux du sexisme ordinaire, et finalement c'est l'arbre qui cache la forêt de la réalité d'un vrai sexisme plus dangereux, plus profond pour le coup. Dans les éléments un peu concrets, je pense qu'il y a des choses qui se font dans les sociétés, hein, sur travailler sur la pression sociale liée à la maternité, et donc plutôt aller travailler sur le fait de pouvoir proposer le fait que ce soit l'homme qui prenne son congé maternité. Moi j'ai des collègues qui ont fait ça. Euh, Moi c'était effectivement, je ne l'ai pas fait, mais je pense que cette liberté doit être proposée. Assumer une politique favorisante pour les femmes tant que le problème subsiste. Effectivement, tant qu'on est désaligné, tant qu'il y a une répartition qui n'est pas équitable, surtout sur des métiers comme la tech, où là, pour le coup, il n'y a pas de... Il y a aucune cause autre que la volonté, la pression de l'homme sur la femme qui peuvent expliquer ce dépositionnement. Il n'y a pas de raison physique, il n'y a pas de raison de quoi que ce soit. Là on doit faire quelque chose. Donc là, la mise en place des congés de naissance paritaires, ça me paraît important, c'est ce que je disais. Travailler aussi sur le busting de tout ce qui est stéréotype, donc les biais busting de façon régulière dans les entreprises. Encore une fois, les entreprises françaises le font, il faut juste continuer. La mise en place de processus de recrutement inclusif et non genré, c'est-à-dire vraiment trouver des solutions pour faire en sorte que, même si elles ont la volonté d'y aller, qu'elles ne soient pas repoussées parce qu'on continue à maintenir ces stéréotypes. Un sujet qui est plus profond, qui est plus difficile, c'est de casser les plafonds de verre. Et effectivement, hein, moi je le voyais avec mon apprenti, mais finalement je le voyais avec tous les apprentis que j'ai eus, mais le syndrome de l'imposteur est souvent, et forcément il est plus important, parce elles sont minoritaires, donc elles ont l'impression d'avoir à plus se démontrer qu'un homme. Donc finalement le syndrome de l'imposteur est encore plus compliqué chez la femme que l'homme dans les métiers de la tech. Et j'ai mis le manque de confiance en soi et en ses compétences, et encore une fois, il est induit. Il est induit par ce désalignement entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qui sont présents. Faire de l'incitatif aussi, c'est démontrer les points positifs des métiers de la tech. Et il y en a énormément, hein, que les hommes qui travaillent dans ce métier connaissent bien, hein. L'accès rapide à l'emploi, et effectivement, moi je suis rentré en pleine bulle internet dans les métiers de l'informatique. J'ai pas forcément lutté beaucoup pour trouver une place, et je pense que c'est encore des filières sur lesquelles l'accès à l'emploi est très rapide. La diversité des métiers, et ça, c'est probablement un élément clé. Et en plus, on n'est même pas capable de savoir quels vont être les métiers de l'informatique dans 10 ans, dans 20 ans, j'en parle même pas. Euh, en tout cas, il y aura énormément de métiers différents. La transversalité des disciplines et puis des équipes avec qui travailler, hein, c'est la capacité d'avoir un écosystème de personnes qui est large, et du coup, on peut trouver un petit peu ces polarités. Et puis finalement, le télétravail aussi. L'aspect mère au foyer, finalement, un père au foyer qui télétravaille, enfin, je veux dire, le télétravail laisse de la place à l'équilibre vie privée, vie professionnelle de façon plus importante. Moi, je suis pas trop un fan pour moi-même du télétravail, mais ça reste effectivement quelque chose qui offre de la souplesse et qui permet de masquer encore plus la différence qu'on croit, qu'on perçoit entre l'homme et la femme sur ce sujet-là. Embarquer les dirigeants, forcément, ça ne peut pas se faire sans que les dirigeants soient partie prenante, les éléments déclenchants de tout ça dans l'entreprise. Déconstruire les préjugés dès le plus jeune âge, ça c'est ce que j'ai dit un petit peu sur le slide précédent, mais voilà, je le remets ici.
Et je réinsiste, hein, voilà, voilà, pas faire du subject washing. Ne cachons pas une lutte plus profonde par une lutte sur les sujets un petit peu plus de façade. Je ne minore pas le sexisme ordinaire, hein, mais je pense que c'est un peu comme en bon pragmatique le Pareto, quoi. Vraiment se concentrer ce qui va apporter, ce qui va répondre au plus de problématiques plutôt que d'essayer de régler plein de petites sommes de petits sujets qui potentiellement vont pas être représentatifs, hein, pour le coup. Pour conclure cette vidéo, je voulais revenir sur mon expérience personnelle, hein, et puis sur évoquer les femmes de mon quotidien ou les femmes qui étaient dans mon quotidien. Et bah forcément, je vais commencer par mes grands-mères, hein. J'avais deux grands-mères qui étaient très différentes. Il y en avait une qui était extrêmement active, hein, celle qui a travaillé en tant que demoiselle du téléphone, qui a eu beaucoup d'autres métiers différents. Et puis une autre qui était plus attentive, qui était plus dans l'image de la grand-mère un peu plus traditionnelle et un peu plus proche de la femme de l'image des femmes de l'époque. Il y a une semaine, c'était la fête des mères, hein, et j'étais un peu content de faire cette vidéo et puis de faire le teasing de la vidéo pour le jour de la fête des mères. Ma mère, c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique et très profondément scientifique. Et elle a fait elle a voulu travailler dans la chimie, hein, mais malheureusement, elle fait partie de ces femmes qui ont été un peu limitées dans les choix de leur carrière parce que, justement, par rapport à l'omniprésence des hommes. À l'époque, je pense on avait mesuré plus d'opportunités et plus de business autour de la chimie qu'autour de la biologie. Donc, on a orienté les femmes vers la biologie, alors même que ma mère aurait probablement préféré, et je le sais, elle me l'a dit, elle aurait préféré travailler dans la chimie. En tout cas, voilà, je dois beaucoup de mon côté pragmatique et de ce que moi j'ai décliné d'un point de vue technique, technologique et plus dans la dimension de l'ingénieur. Je dois beaucoup à ma mère sur l'approche scientifique, sur l'approche méthodologique. Je voulais forcément aussi reparler d'une expérience d'une amie, hein. Ça fait il y a presque 20 ans et moi j'étais le mainteneur de diablotin.org qui était un site documentaire sur FreeBSD et elle s'occupait de FreeBSD Butan. Et ces deux sites, bah, ça constitue un peu les deux piliers de la communauté francophone autour de FreeBSD, hein. Ces sites n'existent plus, mais on a été effectivement assez actifs sur les salons. On a, on s'est occupé des stands, du stand FreeBSD dans les salons pendant plusieurs années et on les a animés avec d'autres personnes. Je sais pas, je peux pas parler pour elle pour savoir si ça a été difficile de graviter dans une sphère qui était effectivement très très masculine. En tout cas, elle l'a jamais laissé transparaître. Et en tout cas, moi aussi, j'ai jamais voulu créer de différence. J'ai pas, je pense pas avoir créé de différence. Ou en tout cas, je voulais pas en fabriquer des artificiels. Je veux aussi parler des gens avec qui je travaille ou avec qui j'ai travaillé au quotidien, hein, mes responsables, mes collègues, et puis mon ancien apprenti. Alors j'ai eu plusieurs apprentis, mais j'ai eu qu'une apprentie. Et malgré tout, ça fait partie des apprentis qui ont produit le plus de valeur avec moi. Et typiquement, une partie des timelines qu'il y a sur le cloud, sur les enjeux et les enjeux du cloud et de l'IT, c'est elle qui les a fait, déjà en autonomie à l'époque. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, bah, les femmes qu'on retrouve dans l'IT, que moi j'ai côtoyé dans l'IT, c'est souvent des femmes qui sont moins brillantes, moins exubérantes que les hommes, hein, et peut-être parce qu'elles sont dans des cercles d'hommes qui, eux, sont exubérants et bruyants, et qui finalement font leur place un peu par l'énergie, pas forcément tout le temps positive. En tout cas, il y a pas de différence d'un point de vue de la compétence, si ce n'est ce que j'évoquais hein, sur le principe du syndrome d'illégitimité, c'est-à-dire dans la mesure qu'elles font d'elles-mêmes de leurs compétences et de leur pertinence sur les sujets, parce qu'elles sont au milieu d'hommes et qu'elles se comparent avec la façon de faire des hommes, ce qu'il faut à mon avis pas qu'elles fassent. Mais en tout cas, c'est toutes des femmes solides dans leurs compétences, dans leurs approches, dans leur travail.
Et c'est toujours... Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de responsables E et d'en avoir eu beaucoup. Et je trouve ça super, super bien de travailler avec des responsables E. Les deux dernières femmes que je veux évoquer, c'est forcément ma femme. Et je pense que si elle avait fait le choix de travailler dans l'informatique, elle serait bien meilleure que moi parce qu'elle est plus posée, elle est très méthodique, elle est très, très rigoureuse. Et c'est des qualités qui sont importantes en informatique. Je pense qu'elle les a encore plus que moi. Et puis c'est un soutien du quotidien. Moi, des fois en rigolant, je dis que je suis pas complètement autonome et que je suis un homme sans une femme, ça fonctionne pas bien, mais je le pense réellement. Et je vais conclure en parlant de ma fille. Je sais pas le métier qu'elle va faire plus tard, je pense qu'elle non plus, et je pense que le métier qu'elle fera dans 10 20 ans, il n'existe probablement pas. Elle fera bien ce qu'elle a envie de faire, et en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle ne s'interdise rien, et qu'elle considère pas que parce qu'un homme a décidé qu'il y avait de l'argent à se faire, elle n'a pas la priorité par rapport à lui. Si elle est plus compétente, si elle a plus la volonté de le faire, il n'y a rien d'autre qui doit faire de différence, et certainement pas un aspect sexiste dans l'approche. Mais ce que je dis pour ma fille, je pense que c'est valable pour toutes les femmes. Il n'y a pas de raison qu'on marque une différence sur la capacité à produire de la valeur, de l'innovation en fonction du sexe. Et c'est un peu sur ce sujet que je veux conclure ma vidéo. Donc merci, au revoir, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de le faire. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Et puis bah, je vous attends pour une prochaine vidéo sur Ultra Green.